Um, Yeah. can I continue? Yeah. For example, Article number 19 of the current constitution says, all people of Iran, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights and color, race, language, and the like, do not bestow any privilege. It says that Iran is a multi-ethnic country, but this regime pursued the same discriminal policy towards national or ethnic minorities, as we say, non-Persians. And it comprises all the fields of life. You see, the thing is that each region has a different complaint. For example, for the Azeris, language is an issue. For the Baluchis, economic issues, you know, how distribution of wealth is an important factor, as well as the fact that the Sunnis are deprived in terms of having the kind of freedoms that they require, or in terms of, let's say, building mosques without Shia interference. There are, for example, complaints that they build Shia mosques in areas where there are no Shias, whereas they don't allow for, you know, the building of Sunni mosques in those same areas. There are issues like that. But for the Arabs, for example, they're all Shias, so they're not worried about the fact that the official religion of the state is Shiism. For the Kurds, again, this right of, you know, sort of their rights as Sunnis is an issue, but they are next to Iraq. They see what's happening over there. They would like to have greater autonomy, political issues. So it's a wide-ranging number of issues. Notre organisation, Association pour la liberté et les droits de l'homme en Iran, a été créée en 1977. J'étais parmi les membres fondateurs. Il y avait aussi d'autres juristes, avocats, universitaires, même certaines personnalités politiques de l'opposition du Shah, dont Mehdi Bazargan, qui a été par la suite nommé Premier ministre pendant cette politique de transition par Ayatollah Khomeini. Bon. Évidemment, on avait créé cette organisation pour que, d'une part, les droits de l'homme soient respectés par le régime du Shah, d'autre part, que la constitution monarchiste de 1906, qui a été violée pendant des décennies par les deux rois Pahlavi, le père ou le fils, soit appliquée et respectée. Ça veut dire qu'on n'était pas du tout dans le contexte ou en recherche d'une révolution. الثورة في الواقع دينيتها يعني بدأت تظهر منذ سبتمبر 1978، يعني بعد ما يعرف باسم مظاهرات ساحة 17 شهريور في طهران، وأنا كنت فيها آنذاك.
يعني ولا قبل الثورة بتقريبا أشهر كانت الأمور، حتى الشعارات، حتى يعني الصور اللي يعني ترفع في واللافتات اللي ترفع في المظاهرات لليسار، للقوى الوطنية، يعني للقوميات حتى في مناطقها. به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتون در مبارزات اسلامی و ملی دارم جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم. C'est vrai que, bon, évidemment, Bazargan et son entourage, ils étaient des gens, si vous voulez, libéraux, mais en même temps quand même des vrais croyants et pratiquants. C'était un vrai musulman. Et par conséquent, peut-être pour Bazargan, c'était, si vous voulez, Khomeini n'était pas son idéal. Khomeini n'était pas... Bon, mais quand même, il pensait qu'il pouvait, s'il acceptait le poste de Premier ministre, il pouvait s'arranger avec Khomeini, que Khomeini reste le chef des croyants, le chef religieux, et lui, le chef du gouvernement. Mais moi, je n'avais pas cette analyse-là. C'est pour ça que je n'ai même pas douté une seconde pour lui dire que non. The 1979 Constitution spoke about the velayat faqih, or rule by the Islamic jurist, which in effect meant the appointment, the self-appointment of Ayatollah Khomeini as the supreme ruler who was above the law. So this very narrow authoritarian and totalitarian interpretation of Shia Islam was presented as a return to Iran's traditional identity. But this was a myth. It had no historical reality, because from 1501, when Shia Islam was adopted as Iran's state religion, until the revolution in 1979, the tradition was that of quietism. The tradition was that the clerics, until the return of the 12th Imam, would leave matters of state to the government, because all government was illegitimate until the advent of the 12th Imam, as they would call him, the Qa'im al-Zaman, the Lord of the Ages. هي الحرب في الواقع وقعها الرئيسي كان في منطقتنا في الأهواز وفي إقليم عربستان، وخاصة أنه منطقة حساسة، والنفط والغاز وثروات التي يعني يستخدمها النظام في طهران وما شابه ذلك. فلهذا يعني في الواقع كانت هناك حساسية خاصة على العرب في عربستان. يعني ولا ننسى أن الحرب بعد سنتين أو ثلاثة بدأت تثير الأحاسيس القومية الفارسية لدى القومية الفارسية. يعني أول ما بدأت الخميني وصفها بالحرب بين الإسلام والكفر، يعني إيران إسلام والعراق الكفر، صدام حسين.
one of the issues that we have in understanding the question of religious and national minorities in Iran, and not just in Iran, but throughout the region of the Middle East, is what I would call the securitization of human rights, turning human rights into a security issue, equating respect for the human rights of minorities as a threat to national security. This is a very dangerous and destructive path to follow. But of course we understand that many parts of the world, including France, including many Middle Eastern countries and beyond, don't like the term minority, because for them it means that there is a lack of loyalty to the government in power, there might be a separation ambition, and that it undermines citizenship. But the international human rights law understanding is none of these things. So it is just to enable people to enjoy characteristics that the majority can take for granted. أخذوا يبنون مستوطنات في داخل مدينة الأهواز، بيسموها شهرك بالفارسية، والآن تطورت لتكون يعني في محيط الأهواز. هناك مستوطنة تسمى شيرين شهر، أخذوا يبنوها في جنوب شرق الأهواز، وأخرى رامين التي بناها مقاولون تابعون للحرس الثوري الإيراني وبدعم من محسن رضاي أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام. Je voudrais revenir sur le cas du Kurdistan iranien. J'ai parlé de la politique de dékurdisation, de la politique de génocide blanche, de distribution de drogue, mais aussi il y a une troisième politique qui est la politique des mines au Kurdistan. Par exemple, durant la guerre d'Iran et d'Irak et la guerre interne qui a opposé l'armée iranienne avec les groupes armés kurdes de 80 jusqu'à 93, le régime a planté 20 millions de mines antipersonnelles. Et chaque année, il y a 600 victimes. Khomeini, en tant que leader de la révolution, en tant que guide suprême, faisait des discours devant les caméras de la télé gouvernementale, en demandant, comme une fatwa religieuse, en demandant aux parents de dénoncer leur enfant. De dénoncer leur enfant. Il disait que même s'ils sont condamnés à mort, même s'ils sont exécutés, peut-être un jour Dieu pardonne et vous-même et vos enfants et vous-même pour être parents de vos enfants. Et par conséquent, pour demander la grâce de Dieu, il faut dénoncer vos enfants. Moi, j'ai vu personnellement à la télévision iranienne, en 81, une mère qui avait dénoncé son fils, qui était un militant d'une organisation de gauche, qui a été exécuté, qui s'excusait auprès de le guide suprême, de Khomeini, que voilà, pardonnez-moi, imam, si mon fils appartenait à ce groupe. Et je suis heureux, et je souhaite être pardonné par Dieu aussi, maintenant que à la suite de ma dénonciation, mon fils a été arrêté et exécuté. Vous savez, c'est ça. C'est le fonctionnement du lavage de cerveau de la part d'un guide religieux
à l'égard de son troupeau. Ça, c'est une des formes de crime qui est donnée au peuple, aux familles des victimes de l'exécuter en fait. Et selon la confession et aussi selon le genre de la personne, par exemple selon le code pénal iranien, une femme considérée comme la moitié d'un homme ou un non-musulman, un chrétien ou un bahaï ou autre, c'est considéré aussi la moitié. Par exemple, si mon fils tue le fils de quelqu'un, le père du fils peut tuer mon fils, si on est les deux musulmans. Ou l'autre choix, c'est de demander une récompensation financière. Ou troisième voie, c'est de pardonner. Mais si c'est une femme, si mon fils tue une fille, le père de la fille ne peut pas tuer mon fils. Il doit payer la moitié. C'est pour ça que je vous ai dit, dès le départ, ils ont commencé. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de texte. Il y a un nouveau régime qui s'installe. Ils ont dit toutes les lois sous l'ancien régime sont abolies. Et par conséquent, et tout de suite aussi, il a nommé un mollah qui était vraiment un psychopathe, hein, qui s'appelait Khalkhali, comme Hakim al-Shar, comme le chef religieux, pour faire 2, 3, 5 minutes un petit interrogatoire avec, par exemple, certains responsables de l'ancien régime, et tout de suite condamné à mort. Sur quelle base juridique? Il n'y a pas de loi. Bon, sur la base de la charia. Quelle base de la charia? Parce que ce sont des gens corrompus, ce sont les gens qui avaient un rôle important dans un régime corrompu, dans un régime de dictature, etc., etc. Parce qu'il y avait aussi un article encore dans le Coran qui disait que celui qui mufsidouna fil ard, qui font en fait, si vous voulez, des façades sur terre, évidemment, doivent ou peuvent être condamnés à mort. Vous savez, des choses comme ça. Ou lorsqu'on dit Muharib, on a dit Muharib, ça veut dire celui qui est en guerre contre l'islam. Maintenant, on dit non, contre le régime. Tout d'abord, le régime, c'est l'islam. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, on dit contre le régime, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec une Kalachnikov, avec des missiles. Oh, non, non, non. Même si vous êtes arrêté lors d'une manifestation pacifique, mais dans votre poche, il y a un petit couteau. Ah, c'est une arme. C'est inscrit dans le code pénal islamique. But Iran is heir to a rich civilization, which is at least 2,500 years old. If we go back to the establishment of the Persian Empire by Cyrus the Great, what we see is Iran was at its greatest power when it respected religious and ethnic diversity. We, of course, have the famous Cylinder of Cyrus, which was a declaration of human rights in 450 BC. The Cyrus Cylinder even inspired those that wrote the American Constitution, the Virginia Bill of Rights in 1776.
C'était en mars 82, après avoir séjourné d'une manière très très difficile pendant 10 mois, vraiment c'était 10 ans, dans la clandestinité totale, parce que je risquais ma vie. Il y avait une fatwa contre moi de la part de Khomeini, parce que j'avais publié quelques articles contre le premier code pénal islamique, contre par exemple les châtiments corporels, contre Qisas, la loi de Talion. Il a dit d'une manière très très claire que celui qui critique le Qisas, il critique le Coran. Et évidemment, j'ai quitté Téhéran, et après avoir passé 2 nuits dans l'Azerbaïdjan iranien, on est parti dans les montagnes. Dans la nuit, on marchait pendant 4 nuits. Il faisait très très froid, peut-être plus de 2 mètres de neige. Et finalement, on est arrivé au bout de 4e. Évidemment, dans la journée, on nous cachait dans les étables avec des chèvres, des animaux, parce qu'il n'y avait pas d'autres cachettes. Voyez. Et au bout de 4e nuit, on est arrivé dans un village kurde. Et après, mon pasteur a pris un taxi pour m'amener à Vannes. Et de Vannes par bus, en plus un bus de nuit, parce qu'il y avait le coup d'état militaire en 82 en Turquie, à Istanbul, et à Ankara, et d'Ankara aussi par train à Istanbul. À Istanbul, je me suis présenté au consulat de France, parce que j'étais l'avocat de l'ambassade de France, j'étais l'avocat de l'ambassade du Liban aussi. J'ai pris l'avion le 9 avril 82 à destination de Paris. Maintenant, ça fait 32 ans et poussière. Et voilà. Et depuis 32 ans, quelques mois, je ne suis pas rentré en Iran.